Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes provenant du milieu des affaires. Montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast. Bonsoir et bienvenue au Black Ink Podcast. Je me nomme Farnell et je suis l'entrepreneur derrière Workind et je suis heureuse d'être avec vous comme hôte invitée pour le podcast 100% entrepreneuriat au féminin et d'être entourée d'entrepreneurs extraordinaires tels que Dorothy de Audace au féminin, Jaël du fonds Afro-Entrepreneur et Shama Roussidor de Royalty Natural. Donc, sans plus tarder, mesdames, je suis curieuse de connaître un peu plus votre histoire. Quel est votre parcours personnel? Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer en affaires? Et je vais céder la parole à Shama pour que tu nous partages un peu ton parcours. Merci, Farnell. Alors, mon nom, c'est Shama Roussidor. Je suis entrepreneur maintenant à temps plein depuis 6 ans. Je suis maman de 4 enfants et je suis diplômée en ressources humaines, profil administration des affaires. Puis, j'ai décidé de partir en affaires entrepreneuriat après ma première grossesse. Donc, j'ai quitté une multinationale, puis j'ai dit, là, je commence ma vraie carrière. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'était comme ma vraie carrière, c'était mon rêve. Fait que c'est de là que j'ai commencé en 2016 avec un premier salon de coiffure que j'ai acheté. Puis ensuite, j'ai acheté Ayakaona, qui est maintenant devenu Royalty. Donc, c'est un peu mon petit parcours personnel. Puis, tu as dit que tu as toujours rêvé d'être entrepreneur. Oui. Pourquoi est-ce que tu voulais être à ton compte puis avoir ta propre entreprise? Moi, c'est conciliation travail-famille, conciliation entrepreneuriat-famille. C'était, j'ai pas eu cette chance-là avec mes parents immigrants, on connaît ça, hein? Que après l'école, dans le fond, c'est ma voisine qui me gardait, c'est elle qui faisait le souper, ma mère venait me chercher à 6 heures, elle me prenait pour le bain, j'avais pas le temps de passer du temps de qualité avec ma mère. Donc, je me suis dit, moi, je veux l'offrir à mes enfants. Je savais que je voulais 4 enfants, je voulais que quand ils reviennent d'école, c'est la petite maman qui est comme, bonjour tout le monde, puis il y a le souper qui est fait, puis qui les reçoit avec joie. Bon, je vous dis pas que c'est toujours comme ça, là. On s'entend, mais c'était pour ça. C'était parce que je voulais pouvoir être complètement là avec mes enfants quand je reviens de l'école, de pouvoir les offrir mon temps, tu sais, pouvoir aller au parc après l'école, pas nécessairement tout de suite faire les devoirs, puis tout de suite, tu sais, la routine qu'on n'a pas le temps avec nos enfants. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi l'entrepreneuriat. Wow, Ouais. merci. Et pour toi? Mais moi, Jaël, en fait, j'ai le privilège depuis plusieurs années, en fait, depuis, on dit 25 ans, ça me rajeunit pas. En fait, moi, je suis plus du côté j'ai eu le privilège d'accompagner les entrepreneurs depuis plusieurs années. Donc, j'ai étudié en administration et puis là, j'ai commencé à travailler, à aider les entrepreneurs à démarrer leur entreprise. Et depuis, j'ai fait ça pendant l'accompagnement, la formation. Et puis après ça, j'ai fait ça pendant 14 ans. Puis ensuite, je suis passée de l'autre côté, c'est-à-dire du côté financement. Donc, j'ai aidé les entrepreneurs à préparer leurs projets pour aller chercher du financement. Puis par la suite, je suis passée de l'autre côté. Le Fonds Afro-Entrepreneur, en fait, j'ai eu l'occasion, si on peut dire, de participer à la mise sur pied, en fait, du fonds. Donc, de monter le conseil d'administration, de monter le comité d'investissement, puis de monter ce fonds-là. Puis pour moi, lorsqu'on m'a demandé, en fait, de venir pour participer à la création de ce fonds-là, pour moi, c'est un grand privilège parce que c'est une façon pour moi aussi de dire, je vais pouvoir aider les entrepreneurs des communautés noires, je vais pouvoir leur donner l'accès au financement, je vais pouvoir aider les entrepreneurs, justement, à que leurs projets puissent voir le jour et les aider justement à ceux qui ont des projets. Mais là, maintenant, on vous donne accès à du financement pour pouvoir justement aller plus loin. Donc, c'est ce que je fais depuis la création du fonds, en fait, depuis 2008. Puis, je suis super contente. Puis, je suis contente. Je suis toujours entourée, en fait, d'entrepreneurs, des personnes qui, comme vous, très motivées et tout. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir participer justement à la création ou à la croissance aussi de projets d'entrepreneurs, surtout des communautés noires. Merci beaucoup, Jaël. C'est tellement important d'avoir des gens d'affaires Black qui, en fait, investissent puis qui aident d'autres entrepreneurs Black. Je vais laisser la parole à Dorothy. Alors, bonjour tout le monde, c'est Dorothy Siro et donc je suis la personne derrière l'OBNL Audace au féminin. Puis moi, contrairement un peu à ces dames, dans le cas de Jaël, c'est vrai qu'elle, elle accompagne des entrepreneurs, mais moi, je dirais plutôt que c'est l'entrepreneuriat qui est venu me chercher. Puis, quand je t'écoutais, Shama, ça me faisait un peu sourire parce que, tu
Tu sais, moi, j'ai jamais vraiment rêvé d'être entrepreneur, mais je me rappelle dans mon album de finissant secondaire 5, c'était écrit, les gens avaient écrit que faites attention, elle va devenir une femme d'affaires redoutable. Donc, les gens, j'ai l'impression, au secondaire, ils voyaient ça parce que j'avais beaucoup d'entre-gens. Écoute, là, moi, les comités, j'ai organisé ça, j'ai créé ça. Et par la suite, ben, c'est sûr qu'il y a eu différentes situations. Moi, tout comme Chama, j'ai étudié aussi en ressources humaines. J'ai travaillé pour une multinationale dans l'industrie pharmaceutique en ressources humaines. J'adorais ma job. Regarde, je faisais le tour du Québec. C'était le fun. Après ça, la folie m'a pris. Donc, je suis devenue humoriste. Et encore une fois, j'ai beaucoup aimé cette expérience-là. Mais moi, il m'est arrivé une situation en 2016 où, dans toute ma vie, la diversité a toujours été mon combat. Ça a toujours été quelque chose que j'ai toujours voulu défendre. Et même aussi en ressources humaines, quand on ne parlait pas de gestion de diversité, moi, j'en parlais déjà il y a un peu plus de 15-20 ans. Comme tu dis, Jaël, on ne se rajeunit pas, mais you know, black don't cry. Et donc, c'est ça. Donc, on en parlait peu, mais pour moi, c'était déjà quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, tu sais, de voir qu'on parlait toujours de cette absence de diversité à l'école, dans les médias, en politique. Et en 2016, je me présente pour aller me chercher un simple fond de teint. Et là, on me dit qu'il n'y a pas de fond de teint pour les femmes de couleur. Wow. Donc là, ça a été la goutte d'eau. Non. Donc, j'ai utilisé les réseaux sociaux pour partager cette frustration. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup ça a été viral. Je veux dire, les gens répondaient, puis les femmes partageaient aussi qu'elles avaient vécu la même expérience. Suite à ça, je me suis dit, OK, ben là, on va pas rester comme ça. Puis moi, je suis toujours la fille qui sort des idées. Hein? Je suis comme, hey, on va faire telle affaire, tu sais, on est capable. Donc, c'est ce que j'ai fait. Tu sais quoi? On va créer un salon international de la femme noire. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Bon, tu vois, regarde-moi ça. Tu sais, Ouais. fait que là, j'ai dit, on crée ce salon international de la femme noire. Puis, c'est femme noire parce qu'on est fiers. On va se réapproprier de cette identité-là. On n'est pas femme de diversité, femme de couleur, femme du monde. On est femme noire, point final. Et c'est comme ça que c'est parti. Et moi, je connaissais rien dans l'entrepreneuriat. Très sincèrement, c'est vraiment après la première édition du salon, quand j'ai vu qu'il y avait des autobus qui venaient de Gatineau, de Sherbrooke, quand j'ai vu les femmes m'en parler, même un an après le salon, là, je me suis dit, OK, Dorothy, il y a un appel. Donc, je suis retournée sur les bancs. J'étais à l'école, maintenant, avant, c'était le SAGE. C'est dans ce parcours-là aussi que j'allais commencer. Donc, maintenant, c'est rendu l'école des entrepreneurs. Donc, je suis retournée. J'ai fait tout le parcours pour comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. C'est là que j'ai compris que oui, un entrepreneur, ben, lui, propose des solutions à des problématiques. Donc, ma problématique, moi, c'était l'invisibilisation des femmes noires. Comment on peut changer la donne, comment on peut faire en sorte que ces femmes noires deviennent de plus en plus visibles. Donc, c'est maintenant aujourd'hui notre raison d'être d'Audace au féminin, qui est de mettre en lumière toutes ces belles perles noires qui brillent dans l'ombre. Donc, c'est vraiment ça. Puis, on le fait à travers toutes les sphères. Donc, on ne s'intéresse pas vraiment à un milieu spécifique, mais nous, on veut vraiment s'assurer que les femmes noires soient présentes en politique. Et aujourd'hui, ben, je suis fière de voir qu'on a eu quand même un impact social quand même assez important. Puis juste aussi au niveau du mindset, dans le vocabulaire, de voir ces femmes noires qui étaient déjà peut-être présentes même dans l'espace public, mais qui n'osaient pas dire ou bien s'identifier comme femmes noires. Aujourd'hui, elles le font avec aplomb et on est fiers. Puis maintenant, ben, on regarde l'avenir, on veut que nos petites filles soient aussi fières d'être, you know, on avait le « Black is beautiful ». Maintenant, comme je dis souvent, si on a la peau foncée, c'est pour foncer et défoncer les portes. Donc, c'est vers ça qu'on se dirige. Wow, c'est bien dit. Foncer et défoncer les portes. Je pense que j'ai vraiment un parcours, en fait, qui est la somme de un peu toutes vos histoires personnelles parce que j'ai rêvé d'être entrepreneur. OK. J'ai travaillé dans le monde corporatif et j'ai aussi également été impliquée dans ma communauté. Puis mon désir d'entreprendre, c'est comme ça que c'est manifesté, en fait, parce que je ne voulais pas être une entrepreneur pour avoir des millions, mais je voulais avoir un impact positif auprès des gens. Je voulais avoir un impact social.
Puis c'est en faisant du bénévolat, en étant impliquée dans des conseils d'administration, en étant impliquée aussi dans des différentes causes, que j'ai réalisé que je pouvais avoir un rôle d'influence, que je pouvais faire du bien à mon prochain, que je pouvais m'impliquer dans ma communauté. Puis je prenais pas de risque parce que je gérais pas mes fonds, je gérais des fonds publics. Puis je pouvais faire du lobby, j'ai pu exercer mon rôle de leadership. Donc mon implication m'a permis en fait de développer des talents puis de gagner confiance en moi pour pouvoir ensuite démarrer une entreprise. Donc, avec Workind, en fait, c'est une entreprise en technologie. Je n'étais pas qualifiée au début pour faire ça, mais j'avais une idée, puis c'est un besoin que moi, j'avais. Donc, mon histoire, en fait, c'est vraiment que je travaillais dans le monde corporatif, en communication marketing, je faisais du bénévolat, j'avais le goût d'entreprendre. Et en 2015, j'ai eu l'idée de partir mon entreprise parce que c'est un besoin que j'avais. Donc, j'étais dans une phase difficile. Puis je voulais avoir de l'aide et mon réflexe a été de me tourner vers mon employeur, qui était un employeur de choix, qui offrait plein d'avantages pour les employés. Puis en fait, je me suis dit, ben, il investit plein d'argent pour prendre soin de ses employés, c'est sûr qu'il va avoir une solution pour pouvoir m'aider. Puis ce que j'ai fait, c'est que je me suis retournée vers mon employeur, puis il n'y avait rien de concret. Puis là, j'ai fait, je comprends pas, tu sais, il y a de l'argent qui est pris dans mes paies à chaque 2 semaines pour pouvoir réclamer pour les assurances. En bout de piste, l'employeur, il met plein d'argent, mais j'ai rien de concret. Puis je me suis dit, je voulais avoir accès à des services, je voulais des repas, je voulais plein de trucs concrets, là, de l'entretien ménager. Puis c'est comme ça que l'idée m'est venue de partir mon entreprise parce que c'est un besoin que j'avais. Puis j'en ai parlé à des collègues, j'en ai parlé à des gens autour de moi. Et c'est mon ancien employeur qui m'a aidé en fait à me lancer puis qui m'a dit « go, fonce ». Puis tout est aligné parce que c'était le temps où est-ce que justement on encourageait l'entrepreneuriat de démarrer. Il y avait des programmes en place. J'ai fait aussi l'école des entrepreneurs. Je travaillais le soir. Je travaillais le jour, j'étudiais le soir, la fin de semaine sur mon projet d'affaires. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Puis je me suis entourée de gens d'affaires. Puis j'ai démarré mon entreprise. Puis on a vraiment décollé durant la pandémie. Mais excuse-moi, Farnel, juste pour moi, là, dans ma compréhension, tu dis comme ça que tu es au niveau de la technologie. Ouais. Donc, juste peut-être m'expliquer un peu, parce que là, tu me parles, tu avais des besoins au niveau du ménage ou quoi que ce soit. Tu as une balayeuse alors, non, pas du tout. Alors, ce que j'ai fait avec mon entreprise, c'est que quand j'ai eu mon idée de partir cette entreprise-là, je me suis dit, il faut qu'en quelques clics, les gens, quand ils ont besoin de services, ils puissent aller les chercher dans une application, un peu comme Uber, sans le nommer, en tout cas le fait, où est-ce que tu vas aller chercher ce que tu veux, tu commandes, puis tu l'as comme dans 30 minutes après. Fait que je me suis dit, ben, un employé qui a besoin d'aide devrait pouvoir avoir accès à différents services, cliquer, puis avoir accès à 24-48 heures. Fait qu'il faudrait une application. Et je me suis associée, j'ai trouvé des gens d'affaires avec moi, puis on a développé une plateforme technologique et on a accès à plein de services pour aider les gens dans leur quotidien, faciliter le mieux-être des gens. Puis c'est comme ça que j'ai parti mon entreprise. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai eu mon idée, j'ai osé, j'ai demandé de l'aide, je me suis bien entourée et je l'ai fait. Puis maintenant, je le fais, puis je suis la meilleure personne pour le faire. Mais quand j'ai commencé, j'ai appris à entreprendre en entreprenant. Parce qu'au début, j'entreprenais, puis il y a des gens qui sont des serial entrepreneurs, ils ont parti d'une entreprise, puis ils en fait d'autres, puis il y a des gens qui deviennent entrepreneurs plus tard. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de parcours atypique. Il suffit vraiment d'être passionné, puis d'y être pour des bonnes façons. Parce que présentement, pour vrai, il y a comme un hype avec l'entrepreneuriat. Tout le monde est entrepreneur. Tout le monde est pasteur. Tout le monde est boss ladies. Tout le monde est boss ladies. Tout le monde est humoriste. Tout le monde est pasteur. Tout le monde est boss ladies. Tout le monde est entrepreneur. Mais je pense qu'il y a une différence entre être en affaires et être entrepreneur. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, explique-toi quand tu dis ça, là. Alors, l'entrepreneur, c'est celui qui part d'une page blanche. Qui crée, qui façonne, qui est en idéation, qui est en incubation. Il pense à quelque chose, puis il le crée from scratch. Ou il y a quelque chose qui existe déjà, mais il fait preuve d'innovation, puis il va mettre des éléments qui existent ensemble pour faire quelque chose de différent. Parce que oui, c'est sûr qu'il peut y avoir des compagnies déjà qui font de la vente ou qui font de l'affichage et tout, mais la façon dont on va le faire, le positionnement, l'angle, la mission fait que c'est différent. Mais tu pars de quelque chose. Je pense que, par exemple, dans un modèle où est-ce que il y a des gens qui sont en affaires, ici des gens d'affaires chevronnés, le défi est tout aussi important, attention. Mais c'est pas, je trouve que la réalité n'est pas la même si, par exemple, tu as quelqu'un qui part un modèle d'affaires, puis qui part une entreprise, puis après ça, qui fait des franchises. Le défi, la gestion est tout aussi importante, mais en amont, il faut faire comme du social proof. Il
faut d'abord s'assurer d'avoir un modèle qui est viable, d'avoir la rentabilité. Puis après ça, tu peux faire l'expansion puis le reproduire. Le défi n'est pas le même. J'ai l'impression que des fois, on valorise tellement l'entrepreneuriat puis que tout le monde veut faire ça sans savoir vraiment comme les défis puis les dessous de c'est quoi. C'est ma lecture. Puis aussi, je pense qu'il faut faire attention entre un projet d'affaires puis un hobby. Parce qu'il y en a, tu sais, c'est un hobby, mais comme tu dis, comme tu disais, il faut prendre le temps de bien penser à son projet d'affaires, de regarder aussi, est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce qu'il y a un besoin? Puis d'aller tester, d'aller sur le terrain, pas juste, souvent, il y en a qui vont arriver, puis ils vont tester auprès des amis, ils vont dire, oui, c'est super bon, mais aller voir vraiment ta vraie clientèle, les gens qui vont te dire les vraies choses. Donc, moi, je pense que, comme tu disais, effectivement, c'est important de bien valider. Puis, quelqu'un qui a un projet d'affaires va prendre le temps. C'est pas parce que, en faisant ma vaisselle un soir, puis j'ai une idée, puis surtout que maintenant, il y a des possibilités de financement, il y a beaucoup d'aides là, qui existent en ce moment. Ben, allons profiter de cette aide-là. Mais il faut prendre le temps, justement, de bien penser, de bien mûrir en fait son idée, de bien la préparer justement pour pouvoir, parce que notre objectif, je pense, quand on met du temps puis qu'on met de notre argent, c'est pour que ce projet-là, en fait, puisse avoir une certaine pérennité. Et en même temps aussi pour que les gens puissent croire en notre projet puis embarquer, que ce soit au niveau d'un associé, que ce soit au niveau d'un bailleur de fonds, ben il faut justement avoir quelque chose de solide et de bien structuré. Ouais. Et si tu me permets, quand tu dis pérennité, je trouve que c'est ça qui manque des entrepreneurs, ça vole, mais ils pensent pas à la pérennité, que ça dure, ils pensent pas à créer de la valeur, avoir des employés, tu sais, que créer quelque chose qui va rester dans le temps. Et je pense que qu'est-ce que malheureusement que ça fait, ça ternit ceux qui sont, si je peux dire, entre guillemets, vraiment en affaires. Je donne un exemple, moi, je fais des produits pour le soin des cheveux. J'ai dû changer mon discours, comment je me présente, parce que quand je présente à quelqu'un qui veut financer, ben, je lui dis, je fais des produits pour les cheveux. Puis là, je le sens dans le ton de sa voix. OK, vous faites des produits pour des cheveux, parfait. Mais je suis comme, ben, on a 2900 pieds carrés, on a 4 employés. Et là, je sens que, OK, faites pas ça dans votre cuisine, madame. Ben non, je fais pas ça dans ma cuisine, mais je comprends son point parce que il y a tellement d'employeurs d'entrepreneurs qui se sont lancés. Puis je comprends les faibles commencements, mais pensons à la pérennité, pensons à sortir de nos cuisines, puis on suit pas les règles, dans mon cas, là, d'hygiène et tout. Donc, de pas être entrepreneur, c'est de s'assurer de vraiment suivre les règles qu'il y a. C'est pas juste d'être freelance, puis tout est beau, mais vraiment de mettre une structure, de s'occuper de la pérennité, puis créer de la valeur, penser à des employés, penser, tu sais, à ce que ça peut aller plus loin, là. Je pense que ça, c'est important aussi. Parce que au fait, c'est comme si tu disais, il y a des gens qui vont en fait démarrer, puis qui vont décoller, qui vont partir, puis qui vont créer quelque chose. Et puis par la suite, ils vont réfléchir à OK, ben je veux que ça fonctionne, mais ils vont pas nécessairement se rendre au stade de la croissance pour que ça puisse vraiment être en mesure de, oui, avoir une pérennité dans le temps, mais que ce soit un modèle qui est réplicable, que ça soit rentable aussi. Exact. C'est pas évident parce qu'en même temps, si quelqu'un est un artisan, puis qu'il n'est pas big, ça fait pas de lui moins un entrepreneur, je pense. Non. Puis, puis je trouve ça intéressant quand vous parlez aussi des défis, comment les gens ont cette vision que l'entrepreneuriat, ça a l'air simple. On voit des photos de Chama avec ses produits, on voit un tel qui est en train de faire un podcast. Donc, c'est beau, voici les clés du succès de l'entrepreneuriat. Non. Un vrai entrepreneur, là, on sait très bien, on n'a presque pas de vie sociale. Les premières années, moi, j'ai parlé beaucoup avec des gens qui aujourd'hui sont des chefs d'entreprise et qui aujourd'hui prennent le temps un peu plus pour leur personne, pour prendre soin d'elle. Mais souvent, ils me disent, mais Dorothée, tu devrais faire prendre un peu plus de temps pour toi. Je dis oui. Quand je vais arriver au niveau où tu es, mais il ne faut pas que tu oublies que quand tu as commencé, avant que tu sois une chef d'entreprise, mais tu as passé aussi des heures. Et c'est ça, ces sacrifices-là. Est-ce que tout le monde est prêt à faire ces sacrifices où 7 jours sur 7, on pense à notre entreprise, on pense à nos problématiques. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on commence en entrepreneuriat, c'est faux de penser qu'on commence tout de suite avec 4 employés parce qu'on n'a pas nécessairement le salaire. Donc, souvent, on se lance en entrepreneuriat et ça prend quelques années avant même de commencer à se verser
un salaire. Tout à fait. Donc, c'est vraiment là, c'est la loi de Darwin, c'est vraiment la sélection du plus fort qui est capable de résister, de passer à travers tous ces obstacles-là, mais aussi qui sont là pour nous façonner en tant qu'entrepreneurs. Est-ce qu'on l'a vraiment, cette fibre-là? Comme tu disais tantôt, Jaël, c'est pas simplement un hobby comme, moi j'aime ça, je vais faire telle affaire, puis je vais faire des YouTube, puis avec Instagram, non, ça marche pas comme ça, là. Tu sais, rédiger un plan d'affaires, c'est quelque chose. Donc, c'est là aussi qu'on se dit, tu sais, quand je regarde aussi beaucoup de jeunes qui se lancent en affaires, c'est bien, mais il y a des notions aussi qu'il ne faut pas mettre de côté. Parce qu'à un moment donné, c'est là que tu réalises, OK, heureusement que je suis capable de rédiger, de faire une phrase, parce que quand tu fais ton plan d'affaires ou bien quand tu fais une demande pour une subvention, un financement, c'est comment tu présentes ton texte. Donc, veux pas, il faut que ton texte soit vraiment agréable pour que la personne qui va te financer soit en mesure de comprendre c'est quoi ta mission, ta valeur, ta vision. OK, c'est quoi telle chose. Quand tu parles de financement, moi, je suis pas une fille là, qui... On s'entend, là, mes mathématiques, là... Hein? Faut pas que mon fils écoute ça. Mais n'empêche que ce sont des notions qu'il faut savoir au niveau de la comptabilité. On fait face à ça quand on est entrepreneur. On a tous les chapeaux. Puis il faut être capable aussi de prendre le balai puis de dire comme ça, OK, moi, je vais faire un peu d'ordre ici parce que j'ai pas d'employé. Donc, je m'occupe aussi du ménage. Je m'occupe d'être la secrétaire. Donc, c'est beaucoup de chapeaux lorsqu'on est entrepreneur et c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai l'impression même que je te dirais, on est d'accord que c'est un défi pour tout le monde d'être entrepreneur, mais le défi est de surcroît est encore plus difficile quand tu es une femme entrepreneur. Parce que souvent, les femmes ont le fardeau de la gestion familiale, du quotidien, de la vie à la maison. Donc, c'est comme si tu dois sacrifier, puis tu sais, il y a quelque chose qui doit payer le prix. Je dis ça parce que j'ai le goût de fonder une famille bientôt, puis là, je me dis comment je vais faire pour gérer ça avec mon entreprise. Je pense que Chama, elle a mieux placé. Chama, mon sujet, elle a autant d'enfants que d'entreprises. Fait, comment tu fais? Écoute, c'est pas facile. C'est un obstacle justement que je voulais parler. C'est que tu parlais de plan d'affaires, prendre le temps de le faire. Ben moi, je me rappelle, je venais d'accoucher de mes jumeaux. J'ai des jumeaux, 2 garçons. Je viens d'accoucher de mes jumeaux, fallait que je me fasse mon plan d'affaires. Fait que je devais faire un horaire. Moi, c'est un horaire organisation qui me permet de faire qu'est-ce que je fais. Donc, j'allaitais aussi. Fait que j'allaitais à minuit. Je sais qu'il dort pendant 2 heures de temps. De minuit à 2 heures du matin, je travaillais sur mon plan d'affaires. Je mettais combien de pages par soir que je dois compléter. Puis, j'ai réussi à pouvoir le compléter et avoir un prêt de 45 000 pour démarrer. Mais ça demande des sacrifices. Je veux dire, j'étais fatiguée, là. À l'été, c'est pas comme si c'était toujours joyeux. Il était minuit à 2 heures du matin. 2 heures du matin, il se réveille encore pour que je les allaite. Puis ensuite, j'allais dormir. Donc, comment je réussis, c'est vraiment l'organisation. Puis je veux dire aux futures mamans et aux mamans que c'est possible. Je pense que ça aussi, dans la communauté, surtout noire, on dirait que c'est pas possible d'être entrepreneur femme, entrepreneur noir. C'est comme, ça va pas dans la même phrase. Mais moi, je penserais pas. Moi, je pense que c'est plutôt le contexte dans lequel qu'on évolue. On est en Amérique, on est dans une société où la femme carriériste est mise de l'avant. Donc, c'est pas nécessairement la femme qui va parler de ses enfants. Puis on en parlait un peu tantôt, Jaël et moi. La femme issue des communautés culturelles, les valeurs familiales sont très, très présentes, très, très fortes. On a grandi avec, par exemple, si on est d'origine haïtienne, avec des Madame Sarah qui, elles, étaient dans les marchés et qui travaillaient justement pour subvenir aux besoins de leurs enfants et leur procurer un avenir florissant. Et la même chose aussi en Afrique, par exemple dans le Togo, là, avec les Nana Benz, la même chose aussi. Mais tandis qu'ici, dans un contexte nord-américain ou bien occidental en Europe, dans les pays industrialisés, la femme, tu sais, juste poser la question, comment vous faites pour concilier travail-famille? Ça choque. Parce qu'on se dit, on pose-tu cette question-là? Ça nous énerve parce qu'on ne pose pas cette question-là aux hommes. Mais moi, je me dis, c'est à nous de poser ces questions-là aux hommes. Tout à fait. Pourquoi on ne devrait pas leur poser ces questions-là? Donc oui, comme tu dis vraiment, on a toujours à jongler, mais je crois que, tu sais, pour nous, on a vécu avec des mères qui nous ont montré qu'ils ont été capables de tout faire. Et avec peu, c'est pas tous les parents aussi qui avaient les moyens, qui étaient enseignants, médecins, tout ça, mais on a vu des mères qui ont fait des sacrifices, puis c'est ça. Aujourd'hui, le problème, là, c'est qu'on est dans une génération microwave. Tout se fait rapidement. On veut être successful rapidement. On veut faire de l'argent rapidement, mais c'est faux.
Tu sais, les abs, là, tu peux pas l'avoir rapidement. Il faut travailler pour avoir des abs. Donc, c'est la même chose aussi pour une entreprise. Ça prend du temps. Puis, c'est pas tout le monde qui est donné à ça. Mais le fait qu'on a eu des modèles qui sont nos mères, pour moi, je trouve que c'est faisable, c'est réalisable. Mais comme tu dis, je pense qu'on a tous aussi nos façons de faire. C'est de trouver du temps pour s'organiser. Je pense qu'un point, c'est... moi, ma mère comprend pas jusqu'à maintenant qu'est-ce que je fais. Bon, ça, c'est un autre point. C'est pour ça que dans les communautés noires. C'est un autre point. Puis j'aimerais ça qu'on en parle tantôt de la différence entre... Parce que, tu sais, je veux pas te couper, Chama, mais... Tu sais, tu disais comme ça, nos mamans sont nos modèles. Les femmes noires, c'est des femmes qui sont entreprenantes. Ouais. Et en affaires, elles étaient dans un marché, elles faisaient beaucoup de trucs. Mais la vérité, c'est que dans le contexte nord-américain, c'est pas la même chose. Puis nous, elles nous ont inspirés, puis elles nous ont donné le savoir-être. C'est nos mamans. Et au niveau du savoir-faire, ben nous, on s'est ajusté, on est né ici, on a étudié ici, on travaille ici, puis on évolue dans le marché du travail ici, ou dans le monde des affaires ici. Comme entrepreneur, au Québec, au Canada, c'est différent comme entrepreneur à Port-au-Prince. Absolument. Les défis d'entrepreneuriat, c'est ça. Mais le savoir-être, nos mamans l'ont donné, merci. Ouais. Mais comment une femme noire entrepreneur, la posture qu'elle a, puis comment elle se prépare pour aller demander du financement à un homme blanc, c'est pas la même chose, guys. Et c'est un défi. Tu sais, c'est difficile pour tout le monde d'être entrepreneur. Pour tout le monde, c'est difficile. Mais il y a une difficulté quand tu es un homme black, puis tu as une extra difficulté quand tu es une femme black, je pense. Ou peut-être que j'ai tort. Tu penses pas. Qu'est-ce que vous en pensez? On te confirme. Pas du tout. Qu'est-ce que tu penses, Jaël? Mais en fait, c'est pas comment dirais-je, c'est pas juste une idée qu'on se fait. Ce sont des obstacles que les femmes rencontrent et tout. Puis moi, je travaille, j'accompagne avec des femmes entrepreneurs qui viennent nous voir. Puis pourquoi ils vont se tourner plus vers des fonds dédiés parce qu'ils disent on nous comprend. On nous comprend. Ou est-ce que je suis obligée, pour aller chercher du financement dans le milieu traditionnel, est-ce que je suis obligée de m'associer avec une personne blanche pour qu'on puisse accepter mon projet? Ou même, j'ai même des entrepreneurs qui m'ont dit, même dans leur entreprise, même pour mettre de l'avant, ils vont embaucher des personnes blanches. Pour le service à clientèle, parce que c'est plus facile pour eux de pouvoir avoir des clients, ou bien comme pour le financement, mais de dire si je suis associée avec une autre femme blanche ou un homme blanc, ben ça va mieux passer. Puis on est en 2022 là, puis on a des je pense qu'on a l'exemple ici de vous là qui est entrepreneur, qui avait de beaux projets d'affaires. Vous n'avez pas besoin d'avoir comme une bouée là pour pouvoir aller chercher puis cogner aux portes pour aller chercher du financement. Mais malheureusement, il y a ces obstacles là qui existent. Il y a ces barrières systémiques là qui sont présentes. Puis puis aussi Chama, elle disait aussi un point là. Je pense que tu voulais raconter ça. Jusqu'à présent, ta mère, elle ne sait même pas ce que tu fais. Elle comprend pas. Elle dit, je pense que c'est parce que Chama fait tellement d'argent qu'elle est entrepreneur. Je veux dire, elle a étudié, elle a fait un bac en ressources humaines, mais elle est allée faire de l'entrepreneuriat. Et en plus, je fais des produits pour les cheveux. Fait qu'elle, pour elle, je suis comme une petite marchande en Haïti. Elle est jamais venue encore voir mon atelier. Ça, là, j'ai dû faire la paix avec ça. Parce que elle comprend pas, et c'est à moi de la faire comprendre. Elle comprend pas que j'ai été nominée parmi les 100 femmes qui changent le monde. Elle comprend pas. Et c'est correct. Et je dois juste lui faire comprendre et faire attention à moi, à ma santé mentale. Mais tu sais quoi, Chama? Elle comprend pas, mais elle est quand même fière de toi. Oui, tout à fait. Elle comprend pas, mais quand elle parle avec les femmes autour d'elle, puis ses amis, les gens à l'église, elle est comme, oh, ma fille, elle fait ci, ma fille, elle fait ça. Puis il faut accepter ça parce que peut-être, on ne sait pas, la prochaine génération, là, ça va tellement vite. Il y a peut-être des choses que dans la metaverse qu'on ne comprendra pas, puis nos enfants vont nous dire, puis on est comme, on va essayer de suivre, puis keep up. Je pense que, tu sais, oui, t'as la bonne attitude de dire, tu sais, je fais la paix avec ça, parce que... C'est parce qu'à la base, ce qui arrive, c'est qu'au niveau de nos parents, c'est que ce qu'ils nous ont mis de l'avant, c'est, va étudier, fais des études, soit professionnel, soit médecin, avocat et tout, mais l'entrepreneuriat, c'est pas ce qu'on nous a dit, on n'a pas ce choix-là, en fait, de carrière.
C'est surtout d'aller travailler, d'être Ouais. professionnel. Mhm. Mais au moins, ça commence à changer, nous, parce que je regarde, tu sais, moi, j'ai une fille de 19 ans, si elle me dit que je veux m'en lancer en affaires, ben, je pense que je suis un peu mal placée pour lui dire, ben non, tu peux pas faire ça. Ouais. Donc, et puis, moi, ce que j'ai pu voir aussi, c'est que à travers, ça fait longtemps, au niveau du fonds, on existe depuis 2008, puis au départ, c'était surtout des entrepreneurs qui se créaient un emploi. C'était des gens qui voulaient se créer un emploi parce que, justement, ils étaient diplômés, ils arrivaient ici, puis ils n'avaient pas d'emploi. Mais de plus en plus, puis vous êtes des exemples que vous faites le choix d'entreprendre. Mhm. Puis ça, c'est bien parce que, à quelque part aussi, lorsqu'on fait le choix, c'est comme ça que on va, quand il y a des obstacles, je pense que vous allez être encore plus forte à surmonter ces obstacles-là pour justement arriver à avoir des entreprises solides. Puis, je pense que ce qui pourrait être pour les générations futures, c'est les modèles. Mhm. Ce sont les modèles de femmes entrepreneurs qu'on va pouvoir mettre de l'avant, puis que nos enfants vont pouvoir dire, ben oui, ben je veux me lancer en affaires, puis je veux être comme Farnell, je veux être comme Dorothy, ou je veux être aussi comme Chamar. Donc, c'est ça que je trouve intéressant, mais à la base, c'est que il faut travailler encore là-dessus, parce que tu le vis, tu vois. C'est pas au niveau de la génération de nos parents, c'est pas ce qu'ils vont comme plus valoriser ou prioriser, Ouais. en fait. Quel type de demande tu reçois le plus souvent en termes de soutien? Est-ce que tu reçois plus de demandes d'hommes ou de femmes en Black? En fait, j'ai beaucoup plus de demandes d'hommes, beaucoup plus de demandes d'hommes. Cependant, si je regarde, on est en période de pandémie, puis il y a un indice aussi l'indice entrepreneurial qui est sorti, qu'on a vu ce matin. Puis puis il disait que au niveau des femmes, il y a beaucoup plus, depuis 2 ans, il y a beaucoup plus de femmes qui veulent entreprendre. On est rendu quasiment à 65% de femmes qui veulent entreprendre. Puis moi, je le vis à travers le fonds, où est-ce que effectivement, on a beaucoup plus de femmes qui viennent cogner aux portes depuis 1 an et demi, 2 ans, pour justement démarrer leur entreprise. Mais à la base, je peux dire, j'ai eu un peu plus d'hommes, en fait, qui venaient nous cogner aux portes. Est-ce que tu penses que c'est à cause de la flexibilité que l'entrepreneuriat peut donner, les défis, mais la flexibilité au niveau de l'horaire, que tu as plus de femmes? Comment t'expliques que maintenant, il y a plus de femmes Black qui vont cogner à la porte pour avoir du financement? Ben, en fait, je pense que avec ce qui s'est passé au niveau de la pandémie, ça a permis... souvent, c'est qu'il y a des gens, ça fait longtemps, qui pensent à lancer leur projet d'affaires, mais qui n'osent pas. Ouais. Qui ont une idée, qui ont de très, très bonnes idées, puis qui n'osent pas. Puis je pense qu'avec ce qui a changé, parce que là, maintenant, avec la pandémie, il y a eu des possibilités d'avoir des formations en ligne. Donc, ça a permis à ces femmes-là aussi, puis il y en a qui malheureusement, ils ont perdu leur emploi et tout. Donc, ça a permis à réfléchir pour dire, bon, ben c'est peut-être un bon moment pour moi, parce que là, il y a des possibilités autant pour me former au niveau de l'entrepreneuriat. Il y a de l'aide aussi, beaucoup plus d'aide qu'on voit aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'accompagnement qu'au niveau du financement. Je pense que ce sont ces choses-là, en fait, qui ont comme un peu plus stimulé l'entrepreneuriat au niveau des femmes. Ouais, je pense que là aussi, l'élément conciliation, travail-famille Oui, aussi est venu, ça. mais pas seulement ça aussi, c'est certaines études aussi démontrent aussi que les personnes racisées, le fait qu'elles plafonnent dans leur emploi, elles n'arrivent pas à accéder à gravir les échelons, bien, l'entrepreneuriat, ben, ça devient un terrain où elles peuvent se propulser. Elles ont plus ce plafond de verre parce que c'est nous qui créons notre propre plafond. Donc, l'entrepreneuriat, ben, ça donne cette opportunité-là à ces femmes-là de se dire, ben, écoute, là, comme tu dis, pendant cette période de pandémie-là, moi, j'en ai assez de vivre les micro-agressions, j'en ai assez de voir que, regarde, je frappe toujours aux portes, on veut jamais me donner un poste à ma juste valeur. Ben, l'entrepreneuriat, ben, ça me donne cette fenêtre-là, cette ouverture-là de me lancer en affaires. Je saisis l'occasion, puis comme tu disais vraiment, maintenant, depuis George Floyd, ben, il y a tellement d'avantages pour se lancer en entrepreneuriat, ce qu'on n'avait pas auparavant. On a du financement, on a, tu sais, le fonds entrepreneuriat, le fonds Afro-entrepreneur sont là depuis longtemps, mais maintenant, il y a combien d'organisations qui offrent ça? Combien d'organisations qui ont des cohortes? Combien d'organisations qui sont là pour encadrer les gens qui se lancent en entrepreneuriat? Donc, Et c'est un bienfait ou ça nous nuit? Moi, je dirais que c'est un bienfait
il y en a qui me disent, sont comme, oh, c'est parce que je suis noire, je sais qu'ils ont des quotas à répondre. OK, moi, je vais prendre juste les avantages pour que mon entreprise avance. Je vais répondre à des quotas. J'ai eu des demandes d'entrevue, puis je sais que c'est un quota qu'il faut qu'ils répondent, mais c'est pas grave, ça me donne la visibilité pour mon entreprise, ça va amener des ventes. Mais on l'a amener fait pour les femmes. Écoute, là. Il fut un moment, tu sais, je veux dire, il n'y a pas si longtemps, là, juste avant George Floyd, c'était quoi le mot? C'était pas diversité, c'était parité. Tu sais, on faisait tout l'effort pour avoir autant de femmes que des hommes. Donc, on imposait peut-être même certains quotas pour qu'il y ait plus de femmes qui siègent au niveau des conseils d'administration. Parité au point de vue cabinet politique, il y a autant de femmes ministres, patati patata. Alors, c'est quoi le problème maintenant qu'on dit qu'on veut avoir plus de diversité? C'est là que moi, j'ai de la difficulté. C'est là que... j'ai une montée de lait. Moi, c'est du lait en poudre, mais j'ai quand même une montée de lait. Je pense qu'il y a des gens qui sont blessés. Je pense qu'il y a des gens qui veulent Qui sont blessés? Quel genre? Des personnes qui ont vécu des micro-agressions tout le temps et qui maintenant font quelque chose puis qui se valorisant puis ça a de la valeur, mais qui veulent pas avoir une étiquette. Puis ils veulent pas que ça les discrédite et que quand ils vont vendre leurs produits ou leurs solutions, que les gens disent c'est bien, mais on sait très bien que c'est sur la tablette X à cause du quota. Même s'il dit, je veux dire, à la fin, même s'il dit ça, est-ce que ça se vend, ce produit-là? Moi, c'est ça. Est-ce que mon produit se vend? Est-ce que j'ai atteint la mission que je veux? Moi, avec le soin des cheveux, je veux que les femmes, on puisse s'aimer avec notre couronne. Fait que tu l'achètes au Jean Coutu parce que Jean Coutu, maintenant, m'ouvre la porte, ben, je vais le prendre à bras ouverts parce que je vais atteindre ma mission. Puis je pense que ça nous donne encore une barrière en tant que femme noire. On est comme, ben là, c'est parce qu'ils veulent remplir un quota. Non. Est-ce qu'on peut juste rentrer dedans? Moi, j'arrête pas de dire à tout mon entourage, cette année, t'es une femme noire, t'as aucune porte fermée. Et j'ai eu un appel cette semaine d'un grand prêteur qui est comme, vous êtes de la Guadeloupe, Haïti? Je suis comme, Haïti? OK, assurez-vous dans votre demande de financement de bien mettre en avant, vous êtes une femme de minorité visible. Est-ce que j'ai tout offensé? Non. Je vais le prendre. Je le prends. Exact. Fait que finalement, il n'y a jamais eu un meilleur moment. On passe le message à tout le monde, là. Il n'y a jamais eu un meilleur moment pour se lancer en affaires avec un produit. Parce que là, maintenant, on peut avoir du financement. Produit-service, Tu sais, quand je regarde des fois des grandes entrevues, puis quand ils demandent, comme quand j'avais assisté à l'entrevue avec Michelle Obama, puis on lui avait demandé « Dans quelle époque tu aimerais être? » Je suis comme quand t'es noir, là, tu penses pas être... à moi, si t'étais en Haïti, tu comprends? Bon, ça, c'est autre chose. Mais là, présentement, 2022, en fait, après George Floyd, moi, j'ai toujours dit, je retourne demain bon, c'est mon souhait, là, de retourner sur la scène de l'humour, mais un jour que je retourne, moi, j'ai toujours dit, il faut faire une demande au Vatican pour qu'on puisse canoniser George Floyd. Wow. Parce que George Floyd a a permis tellement d'avantages aux communautés noires qu'on n'avait pas. Moi, quand je regarde mon plan d'affaires, là, mes compétiteurs diraient, il y en avait peu, hein? Maintenant, ce même plan d'affaires-là a changé. Puis pas seulement ça aussi, c'est que j'ai des concurrents indirects. Mais tu avais auparavant des femmes et sœurs qui s'adressaient simplement à des femmes, qui est devenue Evol et qui s'intéressent à la diversité, tu sais, LGBTQ+, bref, incluant les communautés noires. Maintenant, ces organisations-là qui, je pourrais dire ça, qui ignoraient peut-être inconsciemment, parce qu'on veut mettre ça sur le dos du bien inconscient. Donc, auparavant, cette clientèle-là n'était pas représentée dans ces organisations qui étaient là pour desservir l'entrepreneuriat féminin. Mais maintenant, ils s'intéressent. Bon, il faut dire aussi qu'Audace au féminin aussi a fait du bruit, hein? Oui, merci. Quand même, vraiment. Quand même, hein? Dorothy a parlé, on a vu que ça a bougé. Un close-up. Dans l'industrie, ça a bougé. Les filles, je vois le temps qui passe et puis je veux passer par les hot questions parce que je suis curieuse de voir c'est quoi pour qu'on puisse les aborder ensemble. On peut-tu regarder tout le monde? Est-ce qu'on peut les regarder? Je pense que je pense qu'on pourrait aller une après l'autre. OK. On peut répond ensemble. C'est ça. OK, c'est bon. Tu y vas? Tu commences? OK. Wow. Vraiment une question actuelle. C'est chaud. Avez-vous déjà giflé? Non, c'est pas vrai. Oui, c'est ton thème, mon thème. Mon thème, oui, mon thème. OK. Comment envisagez-vous chacune de continuer à élargir le chemin de l'entrepreneuriat au féminin pour celles qui vous ressemblent? Oh, wow. Alors, comment voulez-vous élargir là, encore plus là, le chemin pour les filles qui nous ressemblent?
C'est une excellente question. I like that. Je pense que je veux inspirer les filles qui me ressemblent. Donc, dès que j'ai l'opportunité de raconter mon histoire, je commence humblement en disant « j'étais pas qualifiée pour, mais je voulais ». J'étais qualifiée parce que j'avais le skill set, j'avais le savoir-faire, tu sais, j'avais le réseau, les gens. Mais je veux dire, mon nom de famille, c'est pas des Marais, là. Avec les gens qui me ressemblent, que leur nom de famille n'est pas des Marais. T'as juste à dire ton prénom, ça suffit. Tu sais, c'est ça. Ce que je veux leur dire, c'est que t'es assez. T'es assez, puis ce que t'as pas, tu vas t'entourer. Parce qu'il n'y a pas d'équipe parfaite. Il n'y a pas d'entrepreneur parfait. Il y a certainement des gens qui sont beaucoup plus expérimentés que d'autres, mais on peut le faire. Moi, je suis la preuve vivante que je peux le faire. Comme on dit là, I speak what I seek and I see what I said. Ben, c'est ça, c'est un peu ça là. Comme, tu sais, je vis en ce moment ce que j'avais déclaré. Fait que je veux inspirer les femmes noires qui ont des rêves, qui ont des passions, à aspirer à l'excellence, bien s'entourer et tout, puis leur dire, you know what, comme, pars de où tu es, puis travaille là-dessus, mais il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Moi, je veux continuer à m'impliquer, surtout au niveau de l'entrepreneuriat féminin. Ce que je fais aussi avec Audace. Puis en même temps aussi au niveau du fonds, je pense que avec les femmes entrepreneurs, on a une plateforme où est-ce qu'on peut les mettre de l'avant. Puis je pense que c'est important, la plateforme que le fonds a pour pouvoir mettre de l'avant de beaux modèles de femmes entrepreneurs. Je pense qu'il faut comme aller plus loin, en fait. Puis, en fait, on a de beaux projets aussi au niveau du fonds qui s'en viennent. Donc, ça va aider aussi. Ça promet. Oui, c'est ça. Ben, moi, c'est un peu comme toi aussi, Farnel, d'être un exemple, de leur dire que j'ai pas de parents entrepreneurs, j'ai pas tremblé, tu sais, j'ai pas tout ça, là. J'ai commencé from scratch, puis je suis où ce que je suis. Et aussi, leur dire que on a des croyances limitantes, puis je martèle là-dessus. Il y a des fois, t'es comme, je peux y arriver, mais je sais pas qu'est-ce qui me bloque, mais c'est tes croyances. Il y a ta relation avec l'argent, il y a ta vision. Est-ce que tu peux te voir aller plus loin? Fait que briser ces croyances-là. Fait que moi, je parle carrément des croyances. Je suis comme, je sais que t'as peur de l'argent, c'est correct. T'as peur du succès. Ah ouais. It's okay to say it. Puis c'est correct, puis on va travailler là-dessus. C'est correct d'aller en thérapie. Je veux dire, on a toute une historique d'esclavage à comme enlever, puis tu sais, nos parents pas compris. Fait que moi, c'est vraiment, on brise les croyances limitantes, puis d'être l'exemple de comme, j'ai commencé from scratch, puis on apprend tous les jours. Ça, c'est important. Et tu m'enlèves les mots de la bouche. On apprend tous les jours, puis le savoir-être est tellement important comme entrepreneur. C'est l'asset le plus important de l'entreprise quand tu démarres. Donc, il faut travailler sur toi. Alors, les croyances limitantes vont limiter ton entreprise aussi. Tout à Donc, fait. c'est vraiment important d'être renouvelé, puis de s'entourer des personnes, d'être coachable, d'être enseignable, puis d'apprendre. Je sais pas comment, apprends-moi. Et c'est ça. Je pense que si on travaille sur la prochaine génération, juste sur leur savoir-être, ça va avoir un impact sur toute leur vie comme femme, comme épouse, comme mère. Tout à fait. Ouais. C'est vraiment nice. Puis pour aussi répondre à cette question-là, de mon côté, moi, je suis contente de voir, justement, quand je regarde ma nièce qui me dit qu'elle veut se lancer en entrepreneuriat, que ça l'inspire. Quand je vois mon fils qui me dit « Ah, mais peut-être aussi, je veux me lancer dans mon entreprise », ça me fait plaisir. Je vois que déjà, dans la maison, il y a déjà cette inspiration-là, mais pour un plus large public, je crois qu'avec Audace au féminin, ben, ça a toujours été ça, de mettre de l'avant. Puis, tu sais, des femmes comme Chama, comme toi, Farnel, que les gens puissent vous voir à des événements, comme par exemple le Salon international de la femme noire. Nous, ça a été ça, notre idée dès la première année, c'était de créer un espace avec ces exposants-là pour qu'on puisse être à la rencontre de ces femmes noires entrepreneurs. Donc, de poursuivre dans cette lancée-là, mais aussi de vous donner la parole. Parce que on a beaucoup à apprendre de vous. Puis comme tu le disais si bien, ben, on s'inspire de vous dans votre quotidien parce que des fois, on se pose des questions. Puis oui, on n'aime pas s'en parler, mais oui, le syndrome de l'imposteur existe même en nous, même si we have fake hair, fake nails, fake lashes. Mais on le vit quand même encore, ce syndrome de l'imposteur-là. Donc, toujours présenter des modèles de réussite dans nos communautés, vous donner cette parole-là, parce que ça aussi, c'est important qu'on puisse s'assurer que votre narration, là, qu'elle soit là, qu'elle existe, et puis qu'elle soit continuellement racontée aux prochaines générations. Donc, c'est vraiment ça notre objectif, là. Vraiment, wow! Je suis excitée, j'ai hâte de voir c'est quoi ma question.
Ah, j'ai oublié de dire aussi que pour le savoir-être, on a une cohorte d'entrepreneurs. FO pub. Exactement. info@audaciofémité.com. Comment exercez-vous votre leadership dans vos entreprises? Bonne question. Comment j'exerce mon leadership? Moi, j'ai... dans mon équipe, on est 6. J'ai 4... on est 4 employés, puis on a des contractuels. Bon, on a beaucoup de pigistes. Puis, je tente vraiment je vis ce que je prêche. J'ai bâti une solution pour aider les employeurs à prendre soin des employés. Une technologie. Je suis dans la catégorie qu'on appelle HR Tech ou bien Well Tech. Donc, vraiment de la technologie pour pouvoir prendre soin des gens, le futur du travail. Excuse-moi, une petite question. Tes employés, est-ce qu'ils sont noirs ou sont tous blancs? J'ai une Française. Question comme ça. Oui, bonne question. Curiosité. J'avais une Africaine stagiaire, mais elle nous a quittés pour retourner aux études. Mais j'ai une Française, une fille qui vient de l'Ukraine, 2 Québécois. Le reste, c'est des Québécois. OK. Puis, fait que je suis la seule black. Puis, c'est moi la dirigeante de l'entreprise. Mais c'est correct. Mais je veux avoir d'autres blacks. Et on est en financement, en ronde de financement. Donc, j'engage à elle. On est en ronde de financement. Et justement, on veut bâtir l'équipe pour accélérer notre croissance. Donc, développer notre produit, avoir une offre pan-canadienne, puis vraiment favoriser le développement de notre solution. Puis, on est pour le bien-être. Donc, moi, je tente vraiment d'être cordonnière bien chaussée et de prendre soin de mon équipe. Et j'exerce mon leadership en travaillant sur moi-même. Et parce que je sais que les gens n'apprennent pas, ils vont pas faire ce que tu dis, ils vont faire ce que tu fais. Puis ils vont te suivre. Et ces gens-là, mais mon équipe est mobilisée, je sais, parce qu'ils pourraient travailler d'un matin chez Radio-Canada, chez Québécois. Je veux dire, le Québec en entier est en recherche, est en embauche, là, recrute. Puis ils décident de tous les jours travailler avec moi pour bâtir mon entreprise. C'est certainement pas pour le salaire qu'ils le font. Et donc, j'essaie d'exercer mon leadership pour créer de la valeur. Moi, ce que je dis, c'est que les employés ne m'appartiennent pas dans mon entreprise. Puis les gens avec qui je travaille, c'est pas une finalité. Mon entreprise, je l'ai bâtie pour créer de la valeur pour les gens. Je veux que tous les employeurs offrent ma solution à leurs employés. Puis j'ai un plan, je bâtis pour vendre. Puis je me dis, ces gens-là, ils vont travailler chez Workand pendant 5 ans, 6 ans. Je veux que quand ils aillent ailleurs, que j'ai contribué. Ils vont peut-être travailler pendant 1 an et demi, 3 ans chez Workand, mais qu'ils puissent avoir une meilleure valeur sur le marché. Puis j'investis dans mon monde. Je travaille sur moi. Je suis humble. Je suis coachable. Puis je pense que j'ai des employés que je mérite, entre guillemets, parce que je les sais. Fait que mon leadership, c'est comme ça. Puis je pense que dans ma communauté d'affaires aussi, j'exerce mon leadership en redonnant beaucoup. Je fais beaucoup de co-développement avec des entrepreneurs. Je suis accompagnée par Développement économique Longueuil, le DEL. Et ils nous ont toujours accompagnés depuis qu'on a commencé. Puis, tu vois, maintenant, on fait du co-développement avec des entrepreneurs qui sont en croissance. Puis, j'exerce mon leadership de cette façon-là aussi, en donnant. Fait qu'en travaillant sur moi-même, puis en donnant, c'est comme ça que j'exerce. Moi, au niveau du leadership, je pense que de mon côté, en fait, c'est vraiment si je regarde au niveau de mon travail, au niveau du fond, une organisation, on était comme précurseur, en fait, de ce qui est au niveau de l'entrepreneuriat au sein des communautés noires, de l'accès au financement au niveau des communautés noires. Donc, on a vu depuis 2008, justement, l'évolution de l'entrepreneuriat au sein des communautés noires. Puis je pense que c'est important pour nous de pouvoir partager cette expertise-là, cette expérience-là qu'on a développée au fil des années et que de pouvoir, comme par exemple, justement, lorsqu'on est invité à travailler à collaborer avec des partenaires au niveau de certains projets ou de certaines initiatives, justement, au sein des communautés noires. Donc, pour s'assurer que, justement, lorsque des nouvelles initiatives sont mises de l'avant, bien que ces initiatives-là puissent prendre, comment dirais-je, l'expérience de ce que nous, on a fait au fil des années pour pouvoir, justement, continuer pour que les nouvelles initiatives répondent vraiment aux besoins des entrepreneurs noirs et non pas parce que aujourd'hui c'est la couleur à la mode et qu'on va développer des programmes ou du financement parce que
on est dans un contexte où est-ce que on favorise en fait l'entrepreneuriat des communautés noires. Donc je pense que c'est important pour nous justement lorsqu'il y a ces initiatives-là, ben qu'on puisse être là, qu'on puisse être autour de la table, puis s'assurer que ce qui est mis de l'avant, ben va vraiment répondre aux besoins. Mais moi, mon leadership, comment je l'exerce? J'aurais dit, je suis comme une leadership coach. Où ce que, oui, je suis la visionnaire, je sais où ce qu'on s'en va, mais tous ceux qui sont avec moi, ils ont un super potentiel. Toutes leurs idées peuvent être bonnes et je valorise beaucoup leur opinion, je valorise beaucoup leur savoir parce que c'est ensemble qu'on va plus loin. Donc, moi, je suis vraiment la coach de qu'est-ce qui te manque pour que tu sois parfaite dans ton poste? Ben, je vais t'aider avec, je vais t'envoyer en formation, je vais t'envoyer aller prendre des cours, etc. Mais je suis vraiment un leadership coach où ce que on est tous importants pour l'entreprise. Si on n'est pas là, il n'y a pas d'entreprise. Je suis toujours comme, si vous n'êtes pas là, il n'y a pas d'entreprise. C'est pas à cause que je suis là, mais même si je suis la visionnaire, mais je les coach pour qu'ils puissent être à leur plein potentiel. Ouais, puis moi, un peu, j'écoutais ce que vous disiez. C'est sûr que je peux parler de moi en tant que personne qui est à la tête d'Audace au féminin. Je pense que moi, j'ai un leadership empathique. Ça, c'est un peu dans ma nature aussi. Mais aussi, je crois que ce soit moi ou même Audace au féminin, notre leadership, c'est vraiment d'inspirer. Vraiment d'inspirer les gens au sein de notre équipe. Quand je regarde les gens qui ont fait du bénévolat ou bien qui travaillent avec nous, ils arrivent et puis ils ont d'autres projets. Il y en a une qui a commencé son entreprise parce que ça l'a inspiré nos activités. Il y en a d'autres qui m'ont dit comme ça qu'ils ont frappé à d'autres portes, d'autres organisations. Et quand ils ont vu Audace au féminin dans leur CV, ça leur a ouvert des portes. Donc, pour moi, c'est ça qu'on veut, c'est continuer d'inspirer les gens à prendre leur place, à pratiquer justement leur leadership dans leur milieu respectif, de ne pas avoir peur de prendre leur place. Comme on dit, notre leitmotiv, c'est « n'aie pas peur, ose ». Donc, osez prendre votre place, osez être vous, être authentique, oser être créatif, de ne pas avoir peur d'innover, de penser autrement. Donc, c'est vraiment à tout cela qu'on on le fait non seulement à l'intérieur de l'équipe, mais aussi à l'extérieur. C'est ce qu'on veut en tant qu'organisation dégagée. Nice. Super. Jaël, C'est ta question, là. Ta hot question. Bon. Comment les hommes de nos communautés peuvent-ils être un bon système de soutien pour les femmes entrepreneurs? Les hommes de la communauté Black. Oui, de nos communautés. On va y aller Black. Oui, communauté Black. Ça, c'est la question de Carlando, ça? Les hommes de la communauté Black, comment qu'ils peuvent... Pourquoi il y a un silence? Ben, je peux y aller. C'est quand même intéressant qu'il y a eu un silence, hein? Oui. Ouais. Ben, Vous notez qu'il y a eu un silence. Parce qu'il faut réfléchir à la chose. Moi, mon contexte, c'est que mon mari a quitté sa carrière d'ingénieur pour continuer l'entreprise avec moi. Bon. Fait qu'il m'a vu aller pendant 4 ans, puis après 5 ans, il a dit « OK, j'embarque avec toi, on va amener l'entreprise plus loin. » Mais son soutien est super important parce que, je parle des croyances limitantes, puis on doit se booster. Les hommes, là, ils ont pas peur, là. C'est comme s'il y a pas de barrière pour eux. Fait de l'avoir derrière moi, ça fait que, OK, je peux y arriver. Parce que des fois, je suis comme... Écoute, ça me tente pas, là, c'est trop difficile. Est-ce que je peux juste... Non, il est comme derrière moi pour faire comme non, tu peux y arriver. Fait que moi, il me pousse à aller au plus loin possible. Il y a mon soutien aussi moral, bon, c'est sûr, parce qu'il y a des fois que c'est pas toujours facile, l'entrepreneuriat. Mais l'autre aspect aussi, c'est... je vous donne un exemple concret. On devait aller faire une demande de financement à la banque. Fait qu'on avait une réunion, fait que je fais, tu viens avec moi? Il dit non, tu sais quoi? Je pense que c'est mieux que toi tu y ailles. Ah oui, c'est moi qui dois aller parler. Puis c'était comme, on a réalisé que c'était mieux que moi j'aille parler. Lui, il me disait quoi dire. Il a tout fait le plan, les calculs, tout ça, pour que moi j'arrive puis je sois prête pour ma rencontre, pour ma demande de financement que j'ai eue. Fait que comment il a été mon aide, c'est que lui, il a sa maîtrise en administration des affaires et tout, donc il a des connaissances encore plus que moi. Moi, j'ai la vision, mais lui, il a comme, tu sais, le bagage à côté. Fait que c'est juste d'accepter, de partager ses connaissances pour que je puisse briller. Moi, c'est comme ça, je le vois, comment... Puis c'est mon mari, là, fait que c'est comme un peu plus facile. Et ça peut être difficile aussi parce que les gens sont comme, oh, tu travailles pour ta femme?
Fait que j'ai dû m'assurer, moi, que nous deux, on est alignés de fait qu'on travaille ensemble. C'est pas parce qu'il est moins bon que moi ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, comment moi, il me soutient, c'est vraiment le moral, côté aussi toutes ses connaissances, puis le positivisme ou de me dépasser. Ça, c'est lui, ça. Donc, je vais prendre la balle au bon, puis je vais dire que c'est ça qu'on veut, en fait. On veut que les hommes Blacks de la communauté soient derrière nous, puis qui nous tendent la main. Alors, moi aussi, je suis mariée, puis je suis mariée à un entrepreneur, puis on se soutient au quotidien, c'est vraiment agréable, puis c'est facile parce qu'il connaît ma réalité. Moi, je suis dans la cuisine, lui dans le salon, on s'entend travailler, puis je vois que les bonnes pratiques que j'ai avec mes employés, lui, il a commencé à le faire avec ses employés. On se donne des trucs, quand des fois on discute, puis on jase, on parle de Netflix, on parle de films, et des fois on est comme, B, j'ai telle situation, qu'est-ce que t'en penses? Puis tu sais, on va s'entraider comme ça. Moi, je peux le faire parce que j'ai un époux, mais il y a tant de femmes qui sont célibataires, qui travaillent fort et qui ont besoin de soutien de leurs frères, de leurs oncles, de leurs amis, de gens d'affaires. Il y a tellement d'hommes noirs qui sont influents, qui sont en position d'autorité ou qui sont capables de t'ouvrir une porte, de te donner un contact, de faire une mise en relation, puis ils vont le faire volontiers pour d'autres personnes. On veut qu'ils le fassent aussi pour nous, les femmes Blacks. Fait que moi, je pense que les gens de notre communauté, comment ils peuvent vraiment avoir un impact positif, c'est nous donner la chance. Tu sais, si on n'a pas si on a une chance, puis we screw up, it happens, puis on peut se reprendre, mais c'est à nous à gérer ça. Mais des fois, il suffit de donner la chance aux coureurs. De la même façon que nous, on doit travailler sur nous, puis travailler sur nos croyances limitatives, les gars Blacks de la communauté doivent nous donner aussi notre chance. Fait que n'importe qui peut ouvrir une porte pour quelqu'un, on dit un frère ou une sœur, mais il faut le faire parce que si nous, on le fait pas, qui va le faire? Puis Carlando l'a bien fait, là. C'est-à-dire, vrai. en te cédant la parole, ouais. c'est un bel exemple. Vraiment, c'est vrai. Ouais. Il l'a fait pour nous tous en disant « je cède la place aux femmes entrepreneurs ». Tu sais, c'est un exemple pour nous donner la sellette, mais aussi pour qu'on trace la voie, en fait. Ben, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, puis... Mais aussi, il y a aussi l'autre aspect, où il y a ces hommes qui ont de la difficulté de voir leurs femmes fleurir. C'est une réalité. Il y a des femmes qui aimeraient se lancer en affaires ou bien qui se lancent en affaires, mais elles ont des bâtons, elles ont des difficultés parce que ça commence à la maison. Et pour ces hommes-là, ben, je pense qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils ne vont pas être minimisés. Tu sais, comme tu disais tantôt, pour toi, c'était important de mentionner que vous êtes ensemble sur le même pied d'égalité. Pourquoi c'est tellement nécessaire? Moi, je ne pense pas que c'est vraiment nécessaire de faire comprendre ça à nos hommes parce qu'une personne qui est bien dans sa peau, il ne va pas se sentir complexé ou bien il ne va pas se sentir petit par rapport à sa femme qui devient une chef d'entreprise. Au contraire, il va en être fier. Tu sais, moi-même, dans mon cas aussi, quand j'ai eu cette idée-là du salon, c'est mon homme qui était derrière moi. C'est lui qui m'a dit « fais-le tout de suite ». Donc, j'ai senti cet appui-là, mais je suis consciente parce que je suis une femme d'expérience. Hein? J'ai eu quelques hommes dans ma vie avant de trouver, comme je dis souvent, j'ai embrassé beaucoup de crapauds avant de trouver le prince. Et je peux vous dire qu'il y a eu des hommes par le passé qui étaient intimidés d'avoir une femme qui s'exprime, intimidés d'une femme qui a les projecteurs, intimidés de voir l'aura d'une Jaël qui peut prendre de l'expansion. Ça les gêne, ça les dérange. Mais ces hommes-là n'ont pas encore compris. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire. Puis, je pense qu'il y a des organisations qui existent pour les hommes, mais faites confiance à ces femmes-là parce que la différence entre une femme et un homme, une femme qui réussit, surtout une femme qui a une famille, c'est que nous, on va dépenser pour le bien-être de notre famille. Avant de commencer à se dire, tu sais quoi, je vais m'acheter une Porsche. Tu sais quoi, je vais m'acheter... je sais pas moi, un sac de golf. Bon, on s'entend là ici, nous pas jouer golf, mais bon, en tout cas, la femme va penser à je vais mettre de côté pour investir si elle n'a pas une maison, pour acheter une maison pour la famille. Si la voiture est en panne, je vais acheter une voiture pour la famille. Elle pense d'abord, toujours, les femmes là, on a ça comme défaut, on pense toujours aux autres avant de penser à soi-même. Donc, l'homme, il devrait voir ça comme un avantage pour lui de voir sa femme prendre de l'expansion et d'aller de l'avant parce qu'il sait que c'est la famille qui va en bénéficier et ce sont ses enfants qui vont être les premiers héritiers de ces avoirs-là. Là. Mais pour les femmes qui entreprennent,
moi, je crois qu'il faut se concentrer sur ce qui est positif puis les alliés. Parce que ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai qu'il va y avoir des hommes qui vont se sentir menacés, puis des hommes qui vont se sentir menacés dans le marché du travail. Il y en a qui vont se sentir menacés à la maison, mais il y en a d'autres qui vont être des alliés. Moi, j'ai un entrepreneur que j'apprécie beaucoup, Bertrand, qui est à la tête de Builder, puis il me tend la main, il vient faire une ronde de financement, fait il est disponible pour moi pour qu'on ait des one-on-one, mais je sais qu'il y en a qui sont intimidés puis qui vont pas m'aider. Mais je me concentre sur lui, en fait, qui est capable de m'aider. Fait que tout le monde, on a toujours des alliés, il y a toujours des gens qui sont prêts à aider. Fait que je pense que l'antidote envers tous ceux et celles qui, justement, sont intimidés ou intimidants ou qui sont jaloux, c'est de dire, OK, on les saisit, on ne peut pas les changer. C'est tellement difficile partir une entreprise, c'est tellement difficile de garder l'entreprise stable si on commence à vraiment changer les gens ou travailler sur le négatif, on n'y arrivera pas. Fait que c'est plutôt de se focusser sur, OK, je vais demander de l'aide à qui? Oui, qui est là pour m'aider? Exactement. Puis encore là aussi, parce que moi, j'en connais des femmes qui ont même commencé avec nous, avec Audace au féminin, mais qui ont dû quitter parce que leur mari avait de la difficulté d'accepter de voir une femme qui a des rencontres, qui a des réunions. Si, malheureusement, c'est des choses qui existent. Et comme tu dis, oui, il y a des alliés, mais ces hommes-là aussi ont la difficulté de voir que leur femme fait affaire avec un allié qui est un homme. Donc ça, c'est des difficultés qui existent. Donc moi, il y a une citation, quelque chose que j'ai lu de Sheryl Sandberg, qui est la numéro 2 de Facebook, qui disait comme ça, quand tu parlais des jeunes femmes célibataires, prenez le temps aussi de choisir qui va être votre partenaire de vie. Ça, c'est important. Pour la femme que vous voulez devenir, le partenaire de vie fait toute une différence. Et comme je vous dis, j'ai embrassé pas mal de crapauds. mais je trouve ça intéressant ce que vous dites parce que lorsque je reçois des demandes de financement, pour moi, ce côté-là, je vais creuser ce côté-là aussi avec les entrepreneurs, à savoir ton soutien. Quel est le soutien que va apporter ton conjoint? Quel soutien? Puis de voir, parce que j'ai déjà vécu des cas d'entrepreneurs que j'ai accompagnés, que justement, le mari ne le soutenait pas. Et ça, c'est un problème. C'est un problème pour la suite au niveau de l'entreprise. Puis, je suis super contente en tout cas, de ce que vous avez dit par rapport à le support et le soutien que vous avez. Mais en même temps, c'est important. Puis, comme Dorothée le disait, c'est important. Il y a encore du travail à faire. Puis, je pense que lorsque la femme décide de se lancer en affaires, c'est important que le mari le voit, surtout si c'est une femme qui avait un poste dans une grande entreprise, mais qui décide de tout laisser pour démarrer une entreprise, mais que c'est aussi important que le poste que cette femme-là avait au sein d'une grande entreprise, de prendre ce projet d'affaires-là au sérieux. Je pense que c'est important, mais encore une fois, il y a du travail à faire, mais en même temps, je suis super contente de voir que il y a quand même des hommes qui sont là puis qui appuient. Oui, il y a encore des hommes. Oui. Mais le temps file, mesdames. Je ne veux pas qu'on termine sans laisser la place à la dernière question de Chama. Oui, c'est vrai. Je veux absolument entendre. C'est bon. Avez-vous déjà eu l'impression ou la remarque d'être intimidante en tant que femme entrepreneur noire? Partagez vos expériences et vos avis. Moi, oui, je l'ai eu. Mais je veux dire, moi, j'ai une vision, j'ai un but, là. Fait que j'avance. Je me suis juste assurée que j'écrase pas. Moi, c'est ça mon but. Je veux influencer. Donc, ça se peut que mon influence te fait peur. Ça se peut que mon influence j'ai l'impression d'être intimidante, mais je devais m'assurer que je n'écrase pas, j'amène les gens avec moi. Donc, comme tu dis, je focus sur le positif. Je focus sur est-ce que vraiment j'influence ou les gens sont je me sens que tu veux prendre ma place? Non, j'influence, fait que je continue. Merci. Merci beaucoup. Donc, ça va être le mot de la fin, là, sans plus tarder, parce que je veux pas qu'on se laisse là-dessus. On a parlé de tellement d'éléments qui sont super intéressants. Moi, j'aurais le goût de partir pour une autre heure, mais il faut être sage. Puis, on va laisser peut-être une parole d'encouragement ou un conseil pour toutes les femmes qui sont en affaires ou les femmes qui veulent se lancer en affaires. Qu'est-ce qu'on peut leur recommander? Ben, je vais commencer, moi. En fait, pour toutes les femmes qui veulent se lancer en affaires, je pense que il faut arrêter de se poser des questions. Puis, il faut vraiment... Si on pense qu'on a une bonne idée, qu'on a un bon projet d'affaires et que on a tous les éléments, en fait,
qu'on est allé chercher les éléments, qu'on s'est bien entouré, qu'on a un projet qui semble être viable, qui semble être solide. Donc, il faut, parce que j'en ai connu des femmes qui, il y avait des bons projets, qui ont développé des produits, puis là, on travaille sur le produit, on retravaille. Ça, c'est toujours pour mettre ça de côté. La peur, en fait, de dire, je me lance, je me zèle. Mais je pense que c'est important à un moment donné, de dire, OK, j'arrête et puis je me lance. Surtout, ne pas hésiter. Il y a de l'aide. Il y a de l'aide autant au niveau de l'accompagnement. On le fait au niveau du fonds. Il y a de l'aide au niveau du financement. Donc, ne pas hésiter justement d'aller cogner aux portes, d'aller chercher de l'aide pour... Ça va en cours de route encore plus assurer en fait le projet, le bien fondé de vouloir lancer son projet d'affaires. Donc moi je pense que c'est un bon timing, puis on l'a dit tout à l'heure. Donc surtout quand on est une femme noire, donc il faut foncer. C'est le temps. Quelques secondes, Shama. Quelques secondes, j'aurais dit, n'aie pas peur de poser des questions pour rebondir. J'ai une femme qui m'a dit un jour, j'ai peur de poser des questions parce que j'ai peur que le blanc sache que je ne sais pas. Je vous dis, les croyances limitantes, il faut travailler ça. Donc, n'aie pas peur de poser des questions parce qu'on ne naît pas en sachant tout. Le même blanc que tu as vu qui sait, c'est parce qu'il a posé des questions, ou il y a une famille qui sait, mais il a posé des questions, donc pose des questions. J'adore ça. Quelques secondes. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Je pense que ça revient à pas mal ce que vous disiez tantôt. Je pense que quand on a cette assurance-là, qu'on arrive devant une question qu'on ne sait pas répondre, mais de la confiance va venir pallier à ça. Comme tu disais, se poser trop de questions, ben, c'est semer des doutes en soi. Mais quand on a confiance en soi, ben, on fonce. On fait le saut. On sait qu'on a un parachute. Je me rappelle plus qui disait ça, là, mais que c'est une fois qu'on saute, c'est là qu'on réalise qu'on a des ailes. Donc, pour qu'elle fonctionne, mais faut faire le saut. Tout à fait. Génial. Travailler en équipe, savoir bien s'entourer. Et j'aime ce que tu dis, Shama. Tous les experts ont déjà ont été un jour des débutants. Donc, de ne pas avoir peur de demander de l'aide. On ne peut pas gagner seul. Il faut avoir une équipe. Il faut être bien entouré, avoir des partenaires, des associés ou en tout cas des gens d'affaires qui peuvent nous aider, qui peuvent nous compléter pour qu'on puisse réaliser le projet. Fait que voilà, ça serait mon conseil. Merci beaucoup, les filles. Merci, mesdames, pour votre temps. Merci pour votre générosité. C'était super intéressant. Oui, super. Et je pense qu'on est dû pour avoir un deuxième podcast pour parler de l'entrepreneuriat féminin. Effectivement. Donc, de quelle façon qu'on peut te rejoindre, Shama? Sur les réseaux sociaux, Instagram, @srosidor, vous allez pouvoir me rejoindre. Super. Et On toi? peut nous rejoindre sur notre site Internet, donc afroentrepreneur.com. Également, on est sur Facebook, également sur Instagram. Dorothy? Alors, Audace au féminin, Instagram, en fait, sur tous les réseaux sociaux. Et ne manquez pas le 6 et 7 août prochain au Grand Quai, la 5e édition du Salon international de la femme noire. Et moi, Farnel, on peut me rejoindre sur LinkedIn ou en m'écrivant sur Workind, hello@workind.ca. Merci à nos précieux invités ainsi qu'à nos commanditaires et partenaires. InnovaPub, Wealth Simple, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Entreprendre ici, Benoît et Côté, Futurpreneur Canada, Evolve et Let's Get Into It. Vous nous permettez de rendre le Black In Podcast possible. Merci encore. Pour nous suivre, allez sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, Black In Podcast. On se revoit au prochain épisode.